Évasion, assassinat et prise d'otage. 8 détenus se sont enfuis de la prison de Clairvaux cet après-midi. Ils étaient armés. Un gardien et un détenu sont morts. Fusillade et évasion spectaculaire. Il était 15h30 environ cet après-midi lorsque 2 prisonniers de la centrale de Clairvaux décident de s'évader. Ils prennent un gardien en otage et sont rejoints par 6 autres détenus. Les prisonniers sont armés, une fusillade éclate, un gardien tire sur les détenus et en abat un. Riposte des prisonniers qui tuent le gardien, bilan 2 morts. D'après nos informations, ils auraient volé un camion qui se trouvait à l'intérieur de l'établissement et auraient défoncé la porte de la prison à l'aide du véhicule pour pouvoir sortir. Dans leur fuite, les détenus ont pris un gardien en otage. Ils se sont ensuite emparés d'une voiture, une Peugeot 505, sur le parking de la centrale. Les prisonniers prennent également un autre otage, une caissière de l'autoroute. Les fuyards changent régulièrement de voiture pour éviter de se faire repérer. La centrale de Clairvaux abrite des détenus condamnés à de longues peines. 3 des 7 fuyards sont considérés comme dangereux puisqu'ils sont classés détenus particulièrement surveillés. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. C'est Laurent Carilla, notre psychiatre, qui est à nos côtés. Bonjour Laurent. Bonjour. Ensemble, nous allons parler des prises d'otages et des séquelles psychologiques qu'elles peuvent laisser sur leurs victimes, mais aussi sur leurs proches. Quels sont les troubles que l'on retrouve le plus fréquemment chez les victimes? Ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est les états de stress aigu, de stress post-traumatique. C'est ce qu'on voit le plus. Et après, il peut y avoir d'autres complications comme la dépression, d'autres troubles anxieux et des addictions. Noël, bonjour. L'anxiété, le stress, vous êtes d'accord avec Laurent? Il a raison. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Vous l'êtes resté très anxieux et très stressé? Quand on reparle de ces événements-là, il y a des montées de stress qui vous font rappeler 23 ans, 24 ans en arrière. C'est vrai que c'est obligatoire. Hein. Alors, surtout quand on a laissé un copain. Oui, ce qui a été votre cas. Justement, on vient de voir un extrait de journal télévisé qui parle de vous, hein, puisque vous étiez l'un de ces surveillants qui avait été pris en otage le 11 septembre 1992 par une poignée de détenus. C'est la première fois que vous revoyez ces images? J'en avais déjà revu, mais pas celle-ci. Vous gardez quel souvenir de cet événement? C'est marqué, hein. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que quand vous l'évoquez, vous ressentez une pression physique? C'est sûr. Une boule dans le ventre? Ah oui, et puis, toutes les images reviennent. Vous y pensez tous les jours? Pas tous les jours, mais souvent dans la semaine, des fois plusieurs fois par jour. Mais on peut dire que c'est en permanence. Alors, votre femme Josiane et votre fille Anne-Lise sont en coulisses. Elles vont nous rejoindre tout à l'heure. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, vous aussi, vous êtes restée particulièrement marquée par une prise d'otage qui a eu lieu il y a 30 ans. Où est-ce que vous vous trouviez quand c'est arrivé? J'étais à la Tour de Montlhéry. C'est un petit jardin, un petit bois, disons, où je suis allée plusieurs fois avec des amis pour me promener. C'est familial, il y a des petits bancs pour pique-niquer, etc. Et moi, j'y suis allée le 1er mai 1985, et avec ma voiture. Et ce jour-là, il n'y avait absolument personne. Donc j'étais partie de chez moi vers 17h avec un bouquin et puis un peu à boire. Et puis bon, au bout d'une heure et demie à peu près, j'ai dit bon, maintenant je vais rentrer. J'avais envie d'aller faire pipi. Et donc je m'avance dans ma voiture. Il y avait une voiture près de la mienne, mais bon, personne. Je suis rentrée dans ma voiture. Je me suis attachée et à cette époque, j'avais des lunettes de vue pour conduire. Donc je me suis penchée dans mon sac pour prendre mes lunettes. Et à ce moment-là, ma portière s'est ouverte et un homme m'a mis un couteau à côté de la gorge et m'a dit n'essayez pas de démarrer ou je vous crève les pneus. Donc il a fait le tour de la voiture, il est venu s'asseoir à côté de moi et il m'a dit maintenant direction Rouen. Rouen, moi j'avais jamais été à Rouen. Vous diriez que votre vie a basculé ce jour-là? Disons que là, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je me suis dit pourquoi je me suis attachée, parce que j'aurais pu sauter à 20 km/h. Il m'a dit pratiquement tout de suite quand on a démarré, ne craignez rien, je suis homosexuelle.
Enfin bon, il avait le couteau, donc moi c'était surtout. Alors vous allez nous raconter évidemment comment ça s'est passé. Vous nous avez confié que depuis ce jour-là, vous n'avez plus jamais été la même personne. Lionel, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez cru vivre un cauchemar en 1991 et pourtant c'était bien la réalité. Que s'est-il passé cette nuit de juillet? Eh bien, comme vous venez de le dire, c'était un matin de juillet, j'allais dire. Il était 6 heures du matin et j'ai été réveillé brutalement par 2 individus qui sont venus me pointer un pistolet au fond de mon lit. Vous habitiez où? J'habitais à ce qu'on appelait à l'époque les bureaux de poste de campagne, dont j'étais le gérant, le receveur. Et donc je vivais seul à l'époque avec ma fille. Un est venu me menacer avec le pistolet sur la tête au fond de mon lit et l'autre s'est dirigé vers la chambre de ma fille. Des années après, le traumatisme est toujours très vif. Comment se manifeste cette angoisse? Je dirais qu'il s'est un petit peu atténué avec au fil du temps. Néanmoins, j'ai depuis des nuits, je dirais, perturbées, quoi. Je ne dors plus normalement, plus régulièrement. Et depuis ce jour, j'ai attrapé ce qu'on peut appeler une crise de psoriasis qui est due à ce traumatisme évident, puisque depuis, j'ai eu du mal à me remettre, surtout vis-à-vis de l'attentat, entre guillemets, envers ma fille, quoi. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? J'ai tenu à témoigner parce que c'est pour moi un peu une thérapie d'en parler. Ça a toujours été la seule thérapie que j'ai appliquée, si je puis dire. On parlait beaucoup autour de moi à ceux qui voulaient bien m'écouter et me comprendre. Et pour dire, je pense que c'est un bon remède de m'extérioriser en parlant, et pourquoi pas sur un plateau. Laurent, les faits que l'on vient d'évoquer remontent à 25 ans, parfois même à 30 ans, dans le cas de Laurence. Et on a l'impression que ce souvenir est toujours aussi douloureux et vivace. En fait, des traumatismes comme ça fait ce que j'appelle moi des tatouages mentaux, en fait. Il y a des trucs imprégnés dans le cerveau, dans certaines régions du cerveau. Des structures qui s'appellent l'hippocampe, l'amygdale. L'hippocampe, c'est les souvenirs, l'amygdale, c'est les émotions. Et en fait, c'est comme si c'était enfermé, c'est comme si on mettait quelque chose dans le cerveau qui ne peut plus bouger, en fait. Avec le temps, ça me nuise, mais ça reste fixé, c'est un tatouage, quoi. Il y a quand même des techniques qui doivent exister pour Ouais, il y a des techniques, ouais. Il y a sortir tous ces Exactement. mauvais souvenirs du cerveau. Il y a la thérapie cognitive et comportementale qui aide un peu à extérioriser les choses. Et il y a une autre technique développée par une femme qui s'appelle Shapiro, qui s'appelle l'EMDR. C'est la technique de désensibilisation par les mouvements oculaires rapides. C'est assez magique. Hein. Vous en avez entendu parler de cette technique? Du tout. Non. Jamais. Donc c'est assez magique parce que ça fait remonter à la surface des traumatismes. En fait, les mouvements oculaires rapides, en fait, ce qui se passe dans le cerveau, avec, comme je vous l'ai dit, avec l'amygdale, l'hippocampe, enfin ces structures du cerveau, les souvenirs et les émotions qui sont un peu coincées, qui sont bloquées par ce traumatisme, en fait, en faisant des mouvements oculaires rapides et en parlant du traumatisme, ça resynchronise les choses dans le cerveau. Voilà, donc ça c'est une piste que vous pourrez peut-être suivre après notre émission. Noël, en préparant l'émission, justement, vous avez fait une comparaison très forte. Vous avez expliqué à nos journalistes que vous étiez comme tatoué de l'intérieur par cette prise d'otage. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Oui, c'est un peu ce que dit Laurent, là. Oui, tout à fait. Parce qu'en fin de compte, la population carcérale qu'on gardait, hein, c'était pas du menu fretin, hein, c'est quand même de la haute voltige. Ils étaient tous tatoués. Et ce qui nous est arrivé à nous, parce que malgré tout c'est un échec, qu'on le veuille ou non, un copain tué, 8 gangsters qui s'évadent, c'est un échec. Ça c'est quelque chose qui reste à vie. On est tatoué de l'intérieur. Et avec ça, après... on est parti d'un principe, on était soudés quand même. Hein. C'est ce qui nous a sauvés, c'est ce qui nous sauve toujours. On a quand même un petit dialogue entre nous, même à 200 km l'un de l'autre. Et après tout, c'est ce qui fait qu'on dit maintenant, on a relativisé tout. Plus rien de grave peut nous arriver. Et pourtant, alors, on est entré en contact avec vos anciens collègues, on a souhaité les inviter pour qu'ils s'expriment aussi sur notre plateau. Ils ont tous refusé. Vous en parlez ensemble de ce traumatisme?
Le malheur, c'est que là, je suis maintenant très loin d'eux. Alors, le dernier que j'ai pu voir physiquement remonte à 2 ans et demi. 2 ans et demi. Hein. On avait fait un petit repas entre les anciens de Clairvaux, hein, pas spécialement les otages. Et bon, il était à côté de moi. Bon, déjà, il me disait à l'époque qu'il n'aurait pas envie, il voulait plus trop en parler. L'autre bon copain que j'ai, Didier Mocard, lui c'était le moniteur de sport qui lui a passé quand même toute l'après-midi recroquevillé dans le faux plafond. Il s'était armé d'une barre d'haltérophilie, il a dit si je dois partir, je partirai pas seul. Hein. Et lui, il a envie d'en parler? Tous les deux on en parle avec lui, mais bon, il en parle peut-être avec d'autres collègues, je sais pas pourquoi. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous? Parce que moi j'ai envie qu'on témoigne, c'est un témoignage, il faut pas oublier ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, lorsqu'on évoque les prises d'otages, on pense forcément à l'hypercachère de Vincennes et au Bataclan. J'imagine que vous avez suivi ces événements tragiques. Vous les avez suivis ou c'est le genre au contraire de sujet que vous évitez? Tout au contraire, tout au contraire. J'essaie d'imaginer le contexte, je peux pas me mettre à leur place, mais on a quelques petits points communs quand même. Hein. C'est la menace. C'est la menace. Quand vous regardez ça, vous devez le vivre avec un stress incroyable. Ça vous replonge directement dans ce que vous avez vécu, vous? Entre ce qu'on a vécu nous et ces pauvres gens, il y a des choses qui sont comparables, mais d'autres qui ne le sont pas du tout. Vous avez vécu un trauma, en tout cas, tous. Ah oui, tout à fait. Après, la cause est différente. Oui. Oui. Vous l'avez vécu aussi comment, vous, Lionel et Laurent? Les attentats? Comment? Oui. Moi, c'est quelque chose qui mérite de s'en prendre à des gens neutres, sans penser à leur famille, à leurs enfants. Moi, dans ces situations-là, la première chose que je pensais, c'était aux enfants et, pour mon cas personnel, à ma fille, quoi. Mais ça a fait remonter toutes vos angoisses? Pas des angoisses, non, je n'irai pas jusque-là, parce qu'elle les faire remonter, mais c'est inévitable que ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Chaque fois qu'on parle de tuerie, quelque part, on ne peut pas s'en penser à une prise d'otage, à un massacre. Et vous, Laurence? Moi, je suis particulièrement touchée parce que j'ai mon ancienne amie, voisine de la Île-et-Rose, qui a perdu son fils au Bataclan. Donc, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Je pense à toi, Michel. Ouais, c'est difficile. Alors Noël, on va revenir à votre témoignage. On va essayer de mieux comprendre votre ressenti en découvrant votre histoire. Vous étiez donc surveillant à la maison d'arrêt de Clairvaux. À la maison centrale de Clairvaux. Pardon, mais c'est pas très loin de Troyes. Tout à fait, 60 km. Et c'est dans cette prison notamment que Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, purge toujours sa peine aujourd'hui. Vous l'avez côtoyé? Pas du tout. Non, parce qu'il y est depuis quand, lui? Oh, ça fait moins de 10 ans, je pense. Et vous êtes à la retraite depuis 10 ans? Depuis 2006. D'accord. Il y avait combien de détenus à votre époque, au début des années 90? Je pense entre 260 et 300. Et combien de surveillants? 164. 164 surveillants. Donc, ça fait quoi? Un surveillant pour 2 détenus? On peut dire ça, on peut dire ça. Parmi ces condamnés, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des individus dangereux. Il y en avait une bonne vingtaine, voire dire même 30. Vraiment des gens qui étaient, on appelait ça des détenus particulièrement signalés. Ils étaient parfois à perpétuité ou alors de très très longues peines. Hein. Ce sont des très très longues peines à la maison centrale. Mais dans ces 30-là, il y avait un groupuscule d'une 10 ou 12 qui était ingérable. Je veux dire, avec qui on ne pouvait pas communiquer. Il n'y avait pas de... C'était le mur. Nous, on représentait l'administration. Donc, le manque de liberté, leur échec. Alors, parmi ces prisonniers, il y avait Carlos, le terroriste. Je ne l'ai pas connu non plus quand j'étais en activité à Clairvaux. Bon.
Alors, est-ce que ces 30 dont vous parlez demandaient une sécurité particulière, hein? Est-ce que les mesures étaient renforcées? Les mesures étaient renforcées, mais on avait deux mois avant, ça faisait 2 mois que la tension commençait on la sentait, on la ressentait, et donc on avait signalé qu'il fallait un peu en transférer pour faire éclater les noyaux, hein. Ça avait été transmis par l'intermédiaire de notre directeur à l'administration centrale, sans suite. Si bien que... Ce jour-là, c'était un 11 septembre 1992, vous vous êtes donc rendu au travail, comme d'habitude. Qu'est-ce qui vous a alerté? Mais, c'est-à-dire, surtout quand je suis rentré d'avoir voulu aller au parloir pour prendre ma faction, je reviens donc le bâtiment B d'où j'étais attitré, et d'où a eu lieu l'évasion. Et c'était un vendredi après-midi vers 3h, 3h30. Au loin, je vois les grilles qui donnent lieu sur les ateliers qui étaient ouvertes. Je dis, c'est pas possible. Ils ne travaillent pas le vendredi après-midi. Il y a quelque chose qui se passe. Je m'approche, alors je vous situe une prison. À chaque étage, il y a un rond-point avec 2 ailes, hein. Donc il y a un agent qui est au rond-point, donc au rez-de-chaussée, qui était là. Personne au poste. Je m'approche et je vois un type qui n'était pas plus grand que moi. Je suis pas grand, mais il était encore plus petit. Il me saute dessus. Je dis, j'arrive à voir le dessus. Eh oui, il avait un 6,35. Il me dit, et ça, c'est quoi? Alors là, on fait pas le malin, hein. Donc il m'emmène. Et on se dirige vers l'ascenseur, c'est-à-dire un ascenseur qu'on dit monte-charge en même temps. C'est pour le matériel qui font travailler les ateliers, pour sortir avec les camions de l'administration. Et dedans, je vois 1, 2, 3 collègues qui étaient aussi pris en otage par 4 détenus. Et comment ils avaient pu avoir des armes? On l'a su après, par le procès, qui a eu lieu 7 ans après. Paraît-il que ça se serait passé par des ordinateurs, hein, par des ordinateurs qui commandaient eux-mêmes, hein. Ils pouvaient ça commander à des maisons de... À l'intérieur d'ordinateurs, cachés? Oui, mais il restera toujours un doute. Ça, je ne peux pas m'aventurer plus loin, mais... Quoi, vous pensez qu'ils avaient des complices? Il y a eu... Ça a été dit, mais je ne peux pas le prouver. Personne ne le prouvait, sinon ce serait comment on appelle ça, je ne peux pas le prouver. Diffamation. Alors, à qui vous avez pensé quand vous avez vu ces collègues pris en otage? À quoi j'ai pensé? Ouais. Je me suis dit, là, c'est pas... Sérieux? Ça, c'est du sérieux, je me suis dit, hein. Vous avez pensé à votre famille? Sur le coup, pas vraiment. C'est une fois parce que quand on est descendu après, ils nous ont baluchonné dans un camion. Et dans le camion, il y avait encore plus de surveillants et plus de détenus. Mais j'ai dit, alors là, ils emmènent tout le monde, quoi. Alors là, j'ai dit, là, oui, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont enfoncé une porte de mur de ronde, puis après, vers l'autre porte, alors là, j'ai entendu la sirène sonner. Je me suis dit, j'étais pas lié, j'étais peut-être bien le seul qui n'était pas lié. Je dis, on va s'en sortir. Méthode Coué, je sais pas. Peut-être que ce jour-là, j'étais plus zen, je ne sais pas. Je me suis dit, c'est pas mon jour. Mais on fait quand même un petit parcours de notre vie, hein, dans ces moments-là. Alors, il se trouve que votre famille n'habitait pas loin de la prison. Ils habitaient de l'autre côté du mur. Hein. Ouais. Donc vous avez pensé à... Il y avait qui? Votre femme? Votre fille? Oui. Mes filles. Vous vous êtes dit quoi? Que vous ne les reverriez jamais? Je me suis dit, tu vas t'en sortir. Ah Parce que je me suis dit, tu vas t'en sortir, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas par quel moyen à ce moment-là, je ne savais pas. Lionel, vous habitiez aussi sur votre lieu de travail, puisque vous habitiez au-dessus d'une poste, hein, à l'époque des faits, en 1991. Vous étiez receveur d'un petit bureau de poste de l'Oise, et donc votre appartement était juste au-dessus. Est-ce que vous viviez seul? Je vivais avec ma fille, puisqu'à l'époque j'étais divorcé et j'avais la garde de ma fille. Qui avait quel âge? Qui avait 9 ans et demi, qui allait avoir 10 ans à l'époque des faits. Alors, il était 5h46, ce 23 juillet 1991, quand un homme vous a réveillé en pointant une arme sur vous. Il vous a dit tout de suite ce qu'il cherchait? Oh, il n'a pas besoin de me le dire, j'ai tout de suite compris. Hein. On ne vient pas chez moi à 6h du matin avec un pistolet pour boire le café, enfin je pense pas. Il y avait quoi? Il y avait un coffre? Donc il y avait un coffre, et la seule chose qu'il m'a dit, tu sais pourquoi on vient?
Il comme je était dis. seul? Ils étaient deux. Donc un m'a braqué carrément, j'étais dans mon lit, hein, nu comme un verre, comme c'était marqué dans la presse d'ailleurs. Et il m'a fait descendre en bas et au moment où je sortais de mon lit, j'ai vu le deuxième individu qui allait au fond du couloir dans la chambre de ma fille. Comment ils étaient rentrés? Par la porte, En cassant la porte? en faisant ce qu'on appelle une chignole à main, je ne sais pas si vous connaissez. Ils avaient fait 17 trous, ce qui leur a permis de passer la main. Et comme tout à chacun, le soir quand on ferme sa porte, on laisse la clé sur la porte. Donc il a tourné la clé, il a ouvert la porte. Donc maintenant, conseil que je peux donner, laissez pas vos clés sur la porte. Et après, lui, il a monté l'escalier, puis... Vous avez dû vous inquiéter pour votre fille quand vous avez vu le complice partir dans cette direction? Plus pour ma fille que pour moi. J'imagine. Bon, j'étais tétanisé de peur, mais... Pardon. Pardon, il y avait beaucoup d'argent dans le coffre? 112 357 francs 50. Le chiffre, je l'ai gravé en tête, jamais je ne pourrai l'effacer. Donc vous êtes descendu sous la menace de cette arme, Tout à fait. nu comme un verre, vous le disiez. J'ai eu le temps d'enfiler mon caleçon en descendant. Ah, quand même. J'ai une certaine pudeur, surtout devant un individu que je ne connais pas. Et donc vous êtes descendu ouvrir le coffre. Par la Vous force avez des choses. hésité? J'ai, comment dirais, appliqué les consignes qui nous étaient données par nos employeurs, essayé de gagner du temps. Donc j'ai fait une boulette sur la combinaison, mais enfin je cherchais pas à gagner du temps. J'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine, parce qu'ils sont quand même restés 32 minutes dans l'appartement, c'est ce qui est très long. Quand on ne sait pas... Et comment ce vous qu'ils avez font. gagné du temps? Je me suis planté dans la combinaison déjà, donc ce qui permet de gagner du temps. Quand il y avait une temporisation, il fallait revenir 30 secondes. Donc tout ça dans le but d'essayer de relever un indice sur l'individu, quoi. Chose Mais il devait s'énerver, non? du tout. Que vous vous Il trompiez. était très calme. Et vous avez eu le temps de repérer des indices? J'avais qu'une obsession, c'est de voir Il avait un stylo dans le fond de son sac, un stylo publicitaire. J'avais qu'un objectif, c'était de lire ce qu'il y avait marqué sur le stylo. On pense à tout ça quand on est sous la menace d'une arme et qu'on risque sa vie? Moi, je suis assez curieux, suspicieux de naissance, je veux dire. Donc, j'ai essayé de trouver un indice pour l'après. Donc 32 minutes, et puis ils ont fini par vider le coffre, puisque vous avez fini par trouver la bonne combinaison. Et les voleurs a fait quoi de vous, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? Une fois que tout est fini, c'est là qu'on se pose la vraie question. Qu'est-ce que je vais devenir? Parce qu'ils vous ont mis où? Dans la cave. Ils vous ont enfermé dans la cave? Ils m'ont enfermé dans la cave. Ouais. Donc, tout ça, ne sachant pas ce qu'ils avaient fait de ma fille. Et oui, c'est ça. Ça devait vous Donc angoisser. là, plus c'était que terrible, ça. Ouais. Et finalement, j'ai réussi à me libérer de la cave, parce que dans ces quarts d'heure-là, on a beaucoup de force. tout. Comment? Dans ces quarts d'heure-là, on a beaucoup de force, donc j'ai réussi à casser la porte de la cave. Ah, vous avez cassé la porte de Oui, il y la avait cave. un aglo dans le fond, donc j'étais très fort à ce moment-là. Vous étiez surpris vous-même de votre force? Oui. Vous pensez qu'on trouve une énergie qu'on n'aurait pas Mais dans la vie? c'est dans ces quarts d'heure-là que j'ai trouvé mon énergie, parce que j'ai eu une deuxième attaque 10 ans après, et j'avais eu aussi de l'énergie ce jour-là. Ah bon. Donc, une fois sorti de la cave, je suis allé voir ce qu'était devenue ma fille, et ils ont eu l'intelligence de ne pas la réveiller. Donc elle n'a vu que la fin de l'histoire, si je puis dire. Et vous avez changé de métier depuis ou... Du tout. Non, j'aimais bien mon métier. J'avais qu'une hâte, surtout, c'est de quitter cette maison, quoi. Je ne pouvais plus vivre là. Bah oui, mais alors donc C'est pas possible. vous avez continué votre métier, mais ailleurs. 6 mois après, j'ai obtenu une mutation ailleurs. Ouais. D'accord. Mais j'ai pas eu de chance parce que j'ai intégré un plus gros bureau après. Avec un plus gros coffre. Oui. Il y a une plus grosse attaque. Une plus grosse attaque. Parce que là, ils ont braqué les 4 d'un coup, dont moi. Et là, je me suis montré courageux puisque je l'ai laissé faire. Et après, une fois qu'il est parti, j'ai fait comme lui. J'ai sauté le guichet, j'ai couru après et ils ont été arrêtés dans la demi-heure qui suivait. Bravo. Alors, Émilie, votre fille, n'a pas pu vous accompagner aujourd'hui, mais elle a eu envie de vous adresser ce petit message. Alors, il y a presque 25 ans que cette histoire nous est arrivée tous les deux. Bizarre, c'est ce que je me suis dit le matin quand j'ai déjeuné en voyant tous ces gendarmes autour de moi, la porte de la cave cassée. Et même si tu étais la victime, t'as fait le nécessaire pour me protéger. Et depuis ce jour-là, t'es un petit peu devenu mon héros du quotidien. Et puis, ça fera toujours une histoire originale à raconter à tes petites filles. Bisous, papa!
Il y en a combien de petites filles? 2. Vous êtes toujours très proche de votre fille? Oui, je crois, oui. J'en ai qu'une qui m'a fait 2 belles petites filles, donc il n'y a pas de raison que je m'en éloigne. Laurence, vous étiez toute jeune, vous aviez une vingtaine d'années au moment où vous avez été prise en otage, donc dans votre propre voiture. Un individu qui est entré dans la voiture en vous menaçant avec un couteau. À quoi ressemblait-il? C'est un homme assez grand, je dirais dans les 1,80 m à peu près, assez corpulent. Mais bon, il avait un chapeau, il avait une vraie ou fausse barbe, ça je ne saurais jamais. Des lunettes teintées, une gabardine, des gants. Donc c'est quelqu'un que j'aurais pu croiser. S'il enlève tout ça, je ne peux pas le décrire, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Il vous a demandé de prendre la direction De Rouen. De Rouen. Donc moi j'ai jamais été de ma vie à Rouen, donc on a pris le périphérique, on a pris l'autoroute. Vous étiez où, vous? Où j'habitais moi? À ce moment-là? J'habitais à Bagneux. Donc j'étais à 20 minutes de chez moi en fait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc, je partais de la tour de Montlhéry parce que j'avais envie d'aller faire pipi. Et donc le chemin faisant, avec le stress et l'angoisse, je veux dire, c'était une barre au bas-ventre qui devenait insoutenable. Et il ne me parlait pas. Et je lui ai dit, voilà, je suis atteinte de pollakiurie, si on ne s'arrête pas, je vais faire un malaise. Et bon, je ne suis pas atteinte de ça, c'est soit un muscle de la vessie qui n'est pas assez puissant, soit la vessie qui est trop petite. Et Vous êtes médecin? Qui fait qu'on va uriner plus souvent. Bon, Vous êtes médecin? Non, mais je connaissais ce terme, donc je me suis dit, lui, il a peu de chances de le connaître. C'est quoi le terme? La pollakiurie. C'est l'envie de faire pipi non-stop. D'accord. Donc il vous a demandé des explications? Non, je lui ai dit, je suis atteinte de pollakiurie, si je ne m'arrête pas, je vais avoir un malaise. Mais c'était vrai ou pas? Non. Et c'est un bon mot pour le Scrabble, hein, pollakiurie. Avec un Y? Non, c'est que des I. Pardon de mettre un peu de sourire dans ces récits qui sont lourds. Mais bon, parfois ça fait du bien de sourire un peu quand on parle de choses difficiles. Donc, alors, comment a-t-il réagi? Et il m'a dit, bon, au prochain arrêt, à la prochaine heure, vous vous arrêtez. Alors, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est que j'avais le plein d'essence. Comment il aurait fait si j'avais dû m'arrêter à une pompe? Ça, j'ai pas le scénario, je l'ai. Mais ce qui me fascine, c'est qu'on a le temps de gamberger à tout un tas de scénarios comme ça? Oui. Oui. Ça va. Parce qu'on parlait de force décuplée, mais Ouais. là encore, on voit que C'est pareil, c'est des l'imagination schémas assez parallèles. Ouais. Mais on est dans un instinct de survie. On ne sait pas ce qui va se passer la minute d'après, quoi. On peut mourir à Oui, tout instant, quoi. On cherche une roue de secours. Ouais. Et il y a des ressources qui font qu'on va faire des trucs qu'on ferait jamais avant, quoi. Vous êtes surprise, vous Après, oui, sur le moment, pas trop, mais après, je dis, qu'est-ce que j'ai fait là? C'était quand même. Ouais. Je me dis, si maintenant, avec un homme à côté qui te braque un couteau, tu arrives à faire 2 heures de route sans avoir un accident, parce que je veux dire, le stress était quand même là, je veux dire, sans faire de fausses manœuvres, sans fait, je veux dire, j'avais un véhicule au volant, je roulais à 130, il y avait quand même ma vie en jeu, même si je ne savais pas ce que j'allais devenir. Bon, c'est. C'était sur l'autoroute? Oui, sur l'autoroute, oui. Pour aller à Rouen, oui. Et alors après, vous dites il a sorti des cachets? Alors oui, presque arrivé à Rouen, parce que je voyais des panneaux Rouen, je ne devrais pas être loin. Donc il a sorti 3 cachets qu'il a mis comme ça, qui m'a tendu. Et j'ai dit non, j'en veux pas. Donc là, il a ressorti le couteau. Vous saviez ce que c'était, ces cachets? Non. Il a ressorti son couteau et alors dans ma tête, je me suis dit, bon, si c'est du cyanure, c'est pas possible, il est à côté de toi, il veut pas mourir avec toi. Après, c'était très vite, peut-être ça va m'endormir, peut-être que ça va me tuer lentement, mais dans tous les cas, je risque de moins souffrir s'il doit me faire du mal avec le couteau. Alors je lui ai dit, écoutez, j'ai une bouteille d'eau dans la boîte à gants, est-ce que vous pouvez me la donner? Donc il m'a donné la bouteille d'eau, j'avais mes cachets. Et là, il était 9h, 9h05, j'ai regardé l'heure. Et on a continué à rouler pendant à peu près 5 minutes. Et on a fait 2 carrefours, il y avait des grands feux clignotants partout. Et quand on s'est arrêté, il est sorti de ma voiture. Et il est parti. Et donc là, ça faisait 10 minutes que j'avais avalé ses cachets. Rien.
Cela dit, vous auriez pu vous dire que si vous laissez continuer à conduire, c'est que c'était pas très c'est ce que je dangereux. me suis dit que c'était pas du cyanure. Moi, j'ai pensé tout de suite à ça. Je sais pas Ah ouais. pourquoi. Sinon, les il fils. il aurait pris le volant, peut-être. Voilà, ouais. Mm. Et donc là, il n'était pas question que je rentre chez moi avec le stress que j'avais ni rien. Donc Et alors, je vous cherchais- ressentiez rien toujours avec les cachets? Non, ça faisait 10 minutes. Donc j'ai cherché panneau commissariat, etc. Je voyais, j'ai rien vu. J'ai pas. Puis bon, je me suis dit. Puis j'ai vu marqué hôtel. Il y a plusieurs hôtels, donc je me suis dirigée vers un hôtel. Je me suis arrêtée sur le parking. Et là, toujours rien. Je suis sortie de la voiture, j'ai marché. J'ai croisé une bande de jeunes qui shootaient dans une petite bouteille de cola. Et là, c'était une angoisse terrible qui m'a pris. Je suis remontée dans la voiture tout de suite, je me suis enfermée. Je suis mise à trembler, à pleurer. Et 25 minutes après, j'ai vu le compteur de ma voiture, les chiffres qui commençaient à sauter. Donc là, j'ai dit, bon là, Laurence, il se passe quelque chose, ça va pas. Donc je suis sortie de mon véhicule, je suis allée à l'hôtel et j'ai dit à la réceptionniste, je lui ai dit on m'a enlevée. Et après je me suis vaguement réveillée avec les pompiers qui me tapaient sur les joues, me demandant de me réveiller. Après j'étais à moitié endormie sans être endormie parce que j'entendais la sirène des pompiers. On m'a amenée à l'hôpital de Rouen. Là, j'étais dans une chambre, il y avait une femme en face de moi, je verrais toujours avec plein de tuyaux partout qui gémissaient. Quelqu'un est venu, je sais pas, une femme, un homme, me faire une prise de sang, j'ai tout arraché. Il n'a pas insisté. Et il y avait ces grandes lumières bleues, ces néons bleus, et je criais « je veux dormir, je veux dormir ». Et quelqu'un est venu, je ne sais pas si c'est moi qui suis tombée ou si c'est la lumière qui s'est éteinte. Le lendemain matin à 9h, on est venu dans ma chambre. J'étais, comment dire, comme si j'étais saoule. J'étais endormie, saoule, consciente de tout. Et là, on m'a fait une prise de sang. Et il s'est avéré qu'ils ont vu qu'il y avait un produit toxique, mais pas un somnifère en particulier, rien qui était répertorié pour l'époque. Donc, ça devait être, on pense que ça devait être une fabrication artisanale ou quelque chose comme ça. Et donc, entre-temps, ma mère a été prévenue le lendemain sur son lieu de travail. Et elle est venue avec un copain à moi, par le train. Et alors, est-ce que vous avez su ce qu'il voulait? Alors, disons que ce qu'on a pensé, parce qu'après, je suis sortie vers 2h de l'hôpital, on était au commissariat, ils m'ont demandé de faire un portrait robot, mais faire un portrait robot, c'était pas possible, quoi. J'aurais décrit l'homme, mais c'était, voilà. Ils ont pensé qu'ils devaient transporter de la drogue et que j'ai été là au mauvais moment. Parce que j'ai appris en fait par la suite, parce que moi à cet endroit donc j'y allais assez régulièrement, c'était très, très agréable. J'ai appris que la nuit là-bas c'est une plaque tournante où il y avait plus ou moins de la drogue qui circulait le soir. Donc eux le savaient, moi pas. Vous avez dérangé quoi? Je sais pas. Pour la police, il devait en avoir sur lui et puis pour transporter une personne comme ça. Ça aurait pu être un couple, ça aurait pu être, se dire, n'importe qui, quoi, je pense. C'était... Noël, vous étiez aux mains de 9 détenus, prêts à tout pour s'évader. Comment ils s'y sont pris pour sortir de la prison? Ils ont déjà enfoncé une porte qui était du quai de réception des marchandises. Ils avaient piqué le camion, quoi, à un agent qui était là. Et ils se sont retrouvés dans un chemin de ronde pour se diriger vers la dernière porte de détention qui donnait sur la cour d'honneur. Seulement, avant de vouloir enfoncer cette porte, nous-mêmes ne savions pas si elle était très blindée. Comme il y avait une bulle à l'entrée où il y avait un surveillant qui distribuait les clés, qui faisait manœuvrer cette porte électriquement, ils ont sorti de l'explosif, alors c'est-à-dire détonateur, mèche lente, cordeau détonnant, plastique. Alors, est-ce qu'il y avait un ingrédient qui était vétuste? Le fait est que ça n'a pas sauté. Entre-temps,
nous avions notre chef, M. Dupaty, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a montré un courage extraordinaire. Je pense qu'il a été... il a fait le tampon entre le carnage, hein, en se montrant, en disant à un des détenus, mais toi avec ta pétoire en plastique, alors qu'il savait très bien que c'était une arme. L'autre, foudrage, a tiré un coup dans le mur, et Dupaty a pris un éclat dans la jambe. Nous, alors, il fallait qu'ils sortent. L'explosif ne sort pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le camion, ils reculent, ils le mettent dans tous les sens. Alors, nous, on prenait des coups dedans, mais eux, ils en prenaient aussi. Alors, ça me soulageait un peu. Puis à un moment donné, il y a un type qui se blottit sur moi. Il dit, oh, un détenu. Je sais pas ce qu'il m'a pris, je lui ai dit, t'as peur, toi? Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit là? Alors là, il y a un type qui m'a braqué avec le magnum, là. Il dit, toi, tais-toi ou je te bute. Alors là, j'ai dit, je me suis vu avec plus de tête, je lui ai dit, maintenant, motus, hein. Puis après, finalement, ils ont réussi à enfoncer cette porte. Alors là, on est sur la cour d'honneur. Sur la cour d'honneur, il y a des éléments de recueil qui sont là. Donc, il y a des surveillants qui ont été alertés par la sirène, qui viennent pour voir. Hein. Il y en a qui sont armés, hein. Ils nous font descendre. J'ai dit, pourvu qu'ils n'aient pas des grenades, parce que là, on est de trop pour eux. Hein. Là, on saute en l'air, on est satellisé. Et alors là, il y a notre ami Marco, celui qui a été tué, qui va à la rencontre d'un détenu qui tenait un surveillant en otage, avec le fameux 635 que j'ai été pris. Et, il lui dit, lève ton arme, en parlant au surveillant, lève ton arme. L'autre la lève. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui tire dessus. Il tue le surveillant. 1, 2, 3. Et avant de mourir, le surveillant, il aligne et pan. Il tue le détenu aussi. Hein. Pendant ce temps-là, j'ai vu qu'il y avait un surveillant qui était en recueil de l'autre côté de la cour. J'ai dit, allons-y, c'est le moment. Et quelle ne fut pas ma bêtise. Et vous savez, dans la cour d'honneur, il y a un petit marchepied comme ça. Et père d'hôtel les coups, et paf, et je me rétends de tout mon long. Alors là, il y a un type, un des évadés, il dit, ça fera 2. Oh, enfin, il se barre, il dit ça. Alors, mais ce qui m'a sauvé, c'est que de l'autre côté où j'allais, il y avait un surveillant aussi qui était en recueil avec un pistolet. Et quand il a vu qu'il braquait le détenu, ils se sont tirés dessus. Il n'y a pas eu de blessés. Et pendant ce temps-là, moi, je me suis redirigé vers mon copain qui avait une arme. Je lui ai dit, maintenant, tu me donnes ton arme, je vais me diriger dans les bureaux, parce que là, avant que tout le cortège arrive, c'est-à-dire les détenus et les preneurs les otages et les preneurs d'otages, je vais me mettre à la fenêtre et là... Vous avez tiré. J'étais tireur d'élite, quand j'étais parachutiste, je pense que j'avais pas perdu encore. Vous avez une narration fabuleuse. Hein. Voilà. Et je dis là, mais il y a un gradé qui s'est mis à mes joues, il m'a dit, je t'en supplie, tire pas. J'en ai chialé de rage. Ah. Bon, bref, ceci dit, je suis retourné après la grande porte s'est ouverte, hein. Le surveillant qui était à l'entrée est obligé d'ouvrir la grande porte. Donc, il y a des surveillants qui sont sauvés à gauche, à droite, mais ils en ont emmené un, hein, le chef Noblo, qui était ligoté, et ils sont partis dans une voiture qu'ils avaient volé à un surveillant. Ils étaient à 9 dedans, plus 10, enfin 9, parce qu'il n'y avait plus que 8 détenus, plus le surveillant. Pendant ce temps-là, moi, j'étais sur la cour d'honneur dans les dépendants. J'ai dit, on ne sait jamais s'il y en a encore. Je ne savais pas combien ils étaient, moi. Puis j'ai retrouvé le cadavre de ce fameux Morard. Il tenait encore son pétard dans la main. Je lui ai pris, puis j'ai été rendre ça. Après, j'étais en renfort au Mirador. Et on a attendu jusqu'au soir, avant de rentrer sur la cour de sport, sur ordre du directeur régional qui était rentré. Il y avait encore tous les autres détenus qui n'ont pas voulu sauver ceux-là, pour retrouver enfin notre camarade Didier Mocard, qui était toujours calfeutré. Alors c'était... il était caché dans le faux plafond. Là. Dans le faux plafond. Et nous, on ne savait pas s'il était vivant ou mort. Hein. Alors, voilà toute l'histoire. Puis après ça, le surveillant Noblo a été emmené avec la péagiste de l'autoroute de Ville-sous-la-Ferté pendant toute une nuit. Ils l'ont libéré dans les bois de Nancy, forêt de Haye, je crois. Et ils ont été recueillis au petit matin par
préfet Erignac, qui a été depuis... Le fameux préfet. Voilà, il était préfet de Nancy à l'époque. Alors, les fuyards ont finalement été rattrapés Oui. et condamnés en 1999, mais cette arrestation et ce jugement n'a rien changé pour vous, Noël. Ah non. À quel point eux aussi ont finalement pris votre quotidien en otage pendant des années? Oui, oui, on peut dire ça, ils m'ont pris en otage, oui. On Parce a que- l'impression que vous nous racontez ça comme si ça s'était passé hier, Ah oui, oui, oui. mais- alors que ça fait combien d'années? Et vous vivez le truc en plus. Hein. Ah, je le revis, Ouais. je le revis. Ah oui, oui, c'est sûr. Et, Ça vous fait du bien de oui, là, ça d'extérioriser. fait bien. Ouais. Donc pendant des années, ça a été des cauchemars? Ah oui, bah, là, ça fait 8 jours qu'on en reparle. Hein. Et puis je revis tout, j'ai tous les articles, j'ai encore tout ce qui avait été dit à l'époque, les témoignages qu'on avait faits, voilà. Ah oui. Et vous, Lionel et Laurence, ce cauchemar à vivre au quotidien, dont vous disiez que ça vous a déclenché une crise de psoriasis, une crise sur tout le corps? Non, non, très localisé, notamment au cuir chevelu. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de cheveux, donc c'est plus difficile à accepter. Elle se déclenche à des moments particuliers? Non, non, c'est En régulier, permanence. je dirais, pas en intensité, mais c'est régulier, j'arrive pas à m'en défaire, quoi. Et je suis persuadé que c'est le déclic à ce jour-là, quoi. C'est possible, Laurent? C'est lié au stress, ouais. C'est un des facteurs. Hein. C'est un des facteurs. On porte la maladie, comme toutes les maladies, on porte tous plein de maladies. Certaines se réveillent, certaines ne se réveillent pas. Et le psoriasis, c'est aggravé par le stress. Et vous, Laurence? Moi, disons que j'étais pas peureuse de nature, mais maintenant, je viens les parkings de nuit, même la journée, j'évite. Chez moi, bon, c'est d'accès relativement facile par des balcons, donc j'ai fait installer une alarme. La nuit, si je dois marcher un peu seule, je me regarde, je suis toujours sur mes gardes, en fait. Et cette angoisse s'est traduite par une dépression, je crois? Oui, j'ai fait une dépression. Disons que pendant 15 jours, bon, le médecin m'a arrêté une quinzaine de jours, ça allait. Et au bout de 15 jours, j'ai repris mon travail et là, d'un seul coup, tout a basculé. Là, ça a été... les crises de tétanique ont commencé, ne plus pouvoir dormir seule alors que ça faisait 15 jours que ça s'était passé, que je dormais seule chez moi. Donc j'ai eu la chance d'avoir un ami que je remercie, Jean-Paul, je te remercie, qui m'a fait sortir la tête de l'eau, qui m'a pris sous son aile pendant plusieurs mois. Et bon, ça m'a aidé, le fait de ne pas être seule, d'être tout le temps avec quelqu'un, de penser à autre chose. C'était la fin de l'année, donc on est parti en vacances, de voir autre... Bon, ça... Et puis après, en septembre, bon, j'ai repris mon travail. Et puis, on m'a dit, Laurence, il faut que tu te fasses suivre. Donc, comme ça allait à peu près, on va dire, j'ai dit, ça va, quoi, je n'avais pas trop de cauchemars, mais bon, je prenais des cachets pour dormir. Donc, et en fait, au mois de novembre-décembre, j'ai vu un psychologue pendant 6 mois. Alors, vous nous parlez de ce Jean-Paul qui a été très présent pour vous. Eh bien, il vous a même accueilli à l'époque chez lui. Il a tenu à vous adresser un message. Coucou Laurence, écoute, petit mot pour te dire que j'étais très content de reprendre contact avec toi. Tu as fait partie de ma vie dans une période un peu chaotique pour moi. Je sais que tu as passé des moments très difficiles aussi. On s'en est bien sortis tous les deux quand même, je pense. On a pris quelques rides. Mais écoute, cette année, pour 2016, je te souhaite plein de bonnes choses. De la plénitude, de la zénitude, du bien-être, une très bonne santé. Je te fais plein de gros bisous avec le soleil du sud où on est tous les deux, chacun dans le sud. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao. Ému de retrouver cet ami? Je pensais pas que... Vous l'avez jamais revu, cet homme? ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vus. Ça fait longtemps que ça vous est arrivé tout ça et pourtant vous semblez encore très marqué par ce drame. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Vous avez quand même réussi à construire votre vie? Votre vie sentimentale, votre vie de femme? Pas vraiment, non.
Vous pensez que c'est à cause de cet événement? Disons qu'il y a deux facteurs. Je pense plutôt à la cellule familiale dans laquelle j'ai vécu, à savoir un père qui, par moments, a été violent avec ma mère et avec moi. Et c'est pour ça que donc, je suis partie de façon très précipitée suite à des coups. Et c'est vrai que l'homme, en général, puisque ça s'est passé bon peu de temps après, j'ai eu du recul par rapport à ça, par rapport aux hommes, par rapport à... Donc, bon, ça ne m'a pas empêché de vivre des histoires, de belles histoires, mais fonder un foyer, avoir un enfant, pour moi, ça me paraît toujours quelque chose d'insurmontable, difficile. Et votre suivi vous a aidé? Mon suivi m'a aidé, oui. Ouais. Oui, mon suivi Vous aviez m'a quelque aidé. chose de très régulier? Oui, toutes les semaines, oui. Ouais. Oui. Avec des traitements, vous avez dit? Oui, j'avais des antidépresseurs et somnifères, anxiolytiques, oui. Ouais. Et là, vous allez mieux? Oui. J'y pense. Et On y pense là, toujours. avec les attentats, entre autres, je veux dire, comme je vous ai dit... Il y a eu une reviviscence avec les attentats? Ah oui, là, ça a été... Forte. Oui. Et c'est pour ça que ça m'a fait... Vous m'avez contacté à ce moment-là, quoi. C'est le hasard, entre guillemets, quoi, parce que bon... On parlait de l'EMDR tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez lui conseiller à Laurence? Pourquoi pas? Enfin, tout dépend. Il faudrait évaluer Laurence dans les détails, mais c'est vrai que s'il reste des éléments traumatiques, le MDR, ça fonctionne. Alors, tout le monde ne fait pas de l'EMDR, hein, la désensibilisation par mouvement oculaire rapide, mais c'est une bonne technique qui marche super bien. Hein. Chez 8 patients sur 10 à peu près pour des traumatismes. Et il ne faut pas aussi méconnaître la thérapie cognitive et comportementale qui aussi fonctionne très très bien. Noël, votre femme et l'une de vos filles ont tenu à vous accompagner aujourd'hui. On va les accueillir pour parler avec elles de la façon dont elles ont vécu toute cette période. Josiane, Anne-Lise. Ma fille s'en doutait un peu. Bonjour à toutes les deux. Josiane, vous étiez dans votre jardin, derrière la prison, lorsque la prise d'otage a débuté. J'imagine votre soulagement en retrouvant Noël sain et sauf. Est-ce que vous l'entendiez à la radio? Vous avez été au courant? Comment ça s'est passé? Sur le coup, non, parce que je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Et puis après, je suis rentrée à la maison, j'ai vu des femmes qui pleuraient. Personne ne m'a rien dit, je suis montée chez moi, j'ai mis la radio et j'ai entendu les grosses têtes. Et c'est là qu'ils ont annoncé qu'il y avait une prise d'otage à la prison. Donc j'ai appelé un ami qui habitait à la centrale, qui était surveillant, et je l'ai appelé, puis je lui ai dit, il se passe quelque chose, il y a quelque chose, je viens d'entendre qu'il y a un mort. Et il m'a dit oui, il y a des prises d'otages. Et là, vous avez dû vous inquiéter pour votre mari, là. Oui, alors là, je lui ai demandé de m'emmener à la centrale, donc on ne pouvait pas y rentrer, hein, parce qu'il y avait du monde. Et j'ai insisté pour que mon mari sorte, parce qu'on me disait qu'il n'avait rien. Puis tant vous en rassurez tout de suite? Oui. Donc, mais tant que je ne l'avais pas vu... Vous n'en étiez pas sûre? Je suis restée là parce que bon, je ne savais pas s'il était blessé, s'il avait été pris en otage. Voilà. Comment vous l'avez trouvé après? Ça a changé sa manière d'être, son comportement? Oui, très nerveux, très anxieux. Anxieux, puis il y est toujours. Si je pars faire les courses et que je suis en retard, il me téléphone. Bon, mais à l'époque, là, il n'y avait pas de téléphone. Hein, et puis, bon, il y a des nuits où il est quand même assez agité. Mais on parle beaucoup, alors... Il parle beaucoup avec vous? Oui, on parle beaucoup. Même après les événements du Bataclan, tout ça, on parle beaucoup de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Ça a eu des répercussions dans votre vie de couple? Non, non. Non, parce que je pense que de parler, ça aide. Et alors, il vous aurait transmis des angoisses? À vous? Oui, à moi aussi, oui. Parce que maintenant aussi, quand il part et je ne sais pas si c'est trop longtemps, c'est pareil, j'appelle. L'avantage d'avoir un portable.
même si c'est savoir ouais, ça va ou voilà. Et vous, Annelise, comment vous avez vécu tout ça? Vous étiez toute jeune? Moi, à l'époque, j'étais à l'internat. Et le vendredi, c'était le jour où on rentrait. En fait, on était 3 enfants, 2 surveillants à être internes. Et j'ai une amie qui est venue, elle m'a dit on n'a pas le temps de discuter, il faut rentrer vite, il y a une prise d'otage à Clairvaux. Donc on a passé les 20 minutes, une demi-heure du trajet dans un silence de mort parce qu'on n'osait pas poser de questions. Le papa de ma copine était surveillant aussi, mais on n'osait pas. En plus, elle nous avait dit il y a un surveillant de mort, donc on n'osait. T'es inquiète. Voilà, et puis on n'osait pas poser les 2 questions, savoir. Moi, j'avais un copain qui était là. Si je demande qui a été tué, que c'est son père, ou l'inverse, on n'osait pas. Voilà. Après, je suis rentrée, j'ai vu ma mère, tout. J'osais rien. Je sais que je cherchais ma petite sœur parce qu'elle, elle était encore à l'école primaire, et je la voyais pas. Mais alors, elle était sûrement là, mais je m'en souviens pas. Et je l'ai vue en coup de vent. Par un moment, mon père est rentré en coup de vent. J'ai dit bon, c'est bon, il est là, il est reparti. Mais est-ce que vous vous êtes fait aider? Les personnes qui ont été prises en otage ont été aidées à un moment donné, oui. Il y avait des colloques en groupe qui se terminaient avec un repas. Des groupes de parole. Des groupes de parole. Entre autres, le thème, c'était un des thèmes a été le syndrome de Stockholm, si je me souviens bien. Parce que c'était l'époque où il y avait les otages qui étaient pris au Liban, qui ont duré très très longtemps. Hein. Donc on a discuté pas mal de... Ça vous a aidé? Oui, c'était bénéfique. C'est capital, hein, le soutien. Il y a des soutiens proposés aux proches? Oui, d'abord, les proches vivent un traumatisme collatéral de toute façon. Donc il faut, bien sûr, on prend en compte les proches dans la prise en charge. Alors peut-être qu'à l'époque, il n'y en avait pas, hein, mais maintenant il y a des cellules d'urgence médico-psychologiques, il y a des groupes aussi pour les proches. Et il y a même dans les séances de thérapie cognitive et comportementale, on fait une séance avec les proches. C'est quoi ces séances-là dont vous nous parlez? Ça consiste en quoi concrètement? Dans la thérapie cognitive et comportementale, en gros, il y a des grands thèmes. Il y a la psychoéducation, c'est-à-dire qu'on apprend à la personne touchée et à son entourage le traumatisme, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui va arriver ou pas de positif et aussi de potentiellement négatif. Il y a une autre séance, c'est sur la gestion de l'anxiété. On apprend au patient à gérer son anxiété avec des exercices de respiration, etc. Et il y a une autre séance où on restructure les pensées fausses. Les pensées fausses liées au traumatisme, en fait. Je pense que j'aurais dû mourir, pourquoi lui il est mort et pas moi, etc. Toutes ces pensées-là, on retravaille les choses pour qu'ils aient des pensées positives, en fait. C'est ça, en gros, la TCC. Et les proches sont pris en compte dans la prise en charge, bien évidemment. Et vous, Lionel, vous avez consulté? Pas du tout, non. Pourquoi? Comme le disait Laurent, à l'époque, il n'y avait déjà pas beaucoup de soutien psychologique. Même pas du tout dans les grandes entreprises comme la mienne. Peut-être un peu plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de choses. Plus. Donc, comme je disais tout à l'heure, ma psychothérapie à moi était d'en parler. J'en ai beaucoup parlé. Et j'aime toujours en parler. Enfin, j'aime, c'est pas le terme, mais j'en parle toujours beaucoup. Ça me permet d'extérioriser ça. Ouais. C'est ma thérapie à moi. Qu'est-ce qui vous a permis d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous a aidé? Mon premier but, c'était, j'étais seul avec ma fille, donc j'avais pas le droit de baisser les bras, il fallait que je continue. Et quand ça m'est arrivé, j'avais 2 solutions, où je m'arrêtais et je me morfondais. Donc j'ai choisi d'y retourner pratiquement tout de suite. Je me suis arrêté 5 jours, le restant de la semaine, et le lundi, il fallait que j'y retourne, parce que j'avais ma fille, j'avais l'école de ma fille, il fallait que j'y retourne. C'est bon, ça? C'est rare, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est rare. C'est vrai que les gens qui vivent un traumatisme, que ce soit la cause du traumatisme, c'est vrai que... Bon, il y en a qui veulent aller travailler tout de suite, ça on le voit. Et, mais vraiment, ce qui est capital, moi, ce que je recommande fortement, c'est vraiment, s'il y a un mot, c'est se faire suivre. Soi et ses proches, c'est important. Et il y a aussi laisser parler et écouter, et ne pas faire de reproches. C'est capital. Et vous, Noël, qu'est-ce qui vous a permis d'aller de l'avant? Dans quoi vous vous êtes réfugié? Mais écoutez, moi, j'ai repris le travail pratiquement tout de suite. Parce que, partant d'un principe, quand on tombe de vélo, il faut remonter dessus. Sinon, on n'en fera plus jamais. Et puis, il fallait que je revoie tous mes collègues. Bon, bien sûr, il y en a plein qui étaient arrêtés, qui se sont arrêtés. Hein, c'était logique, le traumatisme était là. Tout, hein.
Moi, Il paraît que vous êtes lancé dans le jardinage. Ah oui. Là, on avait un grand terrain et on n'avait pas de motoculteur, on avait 20 heures à faire. Vous voyez, c'est quand même du boulot. Pas bien. À l'os, quoi, comme on appelle ça. Et puis, comme on avait du temps de libre, je suis allé aussi travailler dans les vignes. Il fallait, vous voyez, les vignes sont à côté, hein, on est en Champagne, hein, à Clairvaux. Hein. Alors bon, il y a les coteaux de Champagne, donc après tous ces événements-là, bien, ça m'a redonné un... Le jardin de Noël, c'est un beau titre, non? Je trouve ça assez onirique, moi. Non, mais de se focaliser sur autre chose, ça Oui, permet oui, faut trouver de oui, penser faut- à autre chose. Oui. Ça fait partie de ce truc de restructuration des pensées, c'est-à-dire qu'on va penser à faire autre chose, même si on est envahi par le traumatisme, ça aide un peu à s'évader, mais c'est vrai que ça exclut pas le reste, d'être suivi, etc. Alors finalement, aucun d'entre vous n'a su qui étaient vraiment ces agresseurs. Est-ce que le fait de mettre un nom sur un agresseur, ça peut aider à se reconstruire? Je crois pas, en fait. Je crois pas. Après, chacun peut penser à sa façon. La personne qui a vécu son traumatisme peut se dire, ouais, j'aimerais bien savoir qui c'est. Mais on voit là, avec ces incidents Laurence, tragiques. Vous auriez aimé... Non. Non, Non. pas plus que ça. Parce Ouais, c'est qu'après, comme- là, j'ai pas d'image en fait. Ouais. J'ai un chapeau, des lunettes, une barbe. Et si j'avais su qui c'était, ce visage me ment. Non, je. Bah, regardez, les assassins du Bataclan ont été, sont dans les journaux, etc. Et les gens qui ont survécu à cet événement tragique du Bataclan et d'autres événements, bien sûr, sont dans le traumatisme, sont dans la détresse, malgré qu'ils connaissent les têtes de leurs agresseurs. Je ne pense pas que c'est un impact. Après, chacun peut avoir sa propre construction, mais je ne pense pas que c'est un impact. Merci à vous tous, en tout cas, d'être venus témoigner sur notre plateau. Merci à Laurent. Donc, on retient ce conseil de vraiment ne pas hésiter à se faire aider Tout à fait. soi-même et ses proches en cas de traumatisme. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Féminin chaque fin de semaine. Et pour l'heure, on se retrouve dans quelques minutes sur le plateau d'Histoire continue pour prendre des nouvelles d'Angélique, qui était venue nous parler de son désir de bébé. Nous allons lui présenter Soraya, l'une de nos fidèles téléspectatrices. À tout de suite. Merci. Dans un instant, au sommaire de l'Histoire continue, de bonnes nouvelles. Et voilà, et time. Je sais faire des bisous? Un bisou. Des cascades impressionnantes. Et une histoire inédite, celle de Soraya. Il y a 1 an, on m'a diagnostiqué cette maladie, l'endométriose. Si jamais je peux vraiment pas avoir d'enfant, ce sera un réel manque. Rendez-vous donc dans quelques minutes avec Renaud et tous nos invités. Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans. Depuis 9 mois, je mène une double vie. Secrétaire le jour, je suis escort girl la nuit. Bientôt, au sommaire de toute une histoire, il y a 9 mois, Marine a basculé dans la prostitution. J'ai pas eu le choix. Il y a un moment donné, j'étais dans une impasse. Il fallait aussi que je puisse manger, hein, puis payer les factures qui arrivaient. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, sinon j'étais dans la rue. Capucine, elle, a mis 4 ans à s'en sortir. C'est une activité qui m'a totalement détruite. Eh bien, on a été à un moment dans le non-respect de soi qu'effectivement, on en est arrivé à penser qu'on pouvait considérer son corps comme une marchandise. Je suis tombée dans la drogue et la drogue amène une dépendance financière qui est énorme. J'ai pris de la cocaïne. Elle veut lui dire à quel point il est vital qu'elle trouve la force d'arrêter. C'était à refaire, je ne le referai jamais. J'ai compris que la vie, c'était pas ça et qu'il fallait passer à autre chose. Vous êtes enceinte de combien? 5 mois. Je suis en train de me rassurer. Je me dis, un jour, c'est vrai, un jour, je vais pouvoir arrêter. Et quand je te vois, Capucine, je me dis, bah oui, donc c'est possible. Il ne faut pas être rassuré, il faut être alarmé. On peut aller beaucoup trop loin, de plus en plus loin, et on s'en rend pas compte. Maintenant, je me dis, bon, bah, on va le faire. Enfin, vivement que ça se termine vite, quoi. Moi, Lola, 26 ans, commence ma deuxième vie
I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's all